internationales. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Merci de rester fidèle à NCI 360. Bonsoir à tous et bienvenue. Depuis le 26 novembre 2022, Charles Blé Goudé est de retour en Côte d'Ivoire. Il était face à la presse ce mercredi 11 janvier pour clarifier sa position sur la scène politique ivoirienne. Il affirme vouloir participer librement à la vie politique de son pays et se place en observateur. Il compte relancer son parti politique, le COGEP. Face à la presse, Charles Blé Goudé est revenu sur son exil au Ghana, son procès à la CPI ainsi que ses relations avec Laurent Gbagbo. Décryptage de cette conférence de presse dans NCI 360 ce soir. L'autre sujet à l'ordre du jour, c'est l'année de la jeunesse décrétée par le président de la République lors de son adresse à la nation du Nouvel An. Pour aborder tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir pour vous et chez vous Dr Patrice Saraka, secrétaire général du COGEP. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Juste à côté de vous, nous avons Serge Patrick de Souza, qui est consultant politique. Bonsoir. Bonsoir Evelyne. Merci. Blaise Lasme, secrétaire général adjoint du PPACI, est avec nous ce soir. Bonsoir Blaise Lasme. Bonsoir madame. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Merci beaucoup. Et Dassansa Tilkwete, j'ai bien prononcé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député RHDP. Juste à côté de vous, nous avons Baudouin Yapo, qui est également député suppléant RHDP. Et puis le seul docteur de ce plateau, en fait le second docteur de ce plateau, Dr Ngoran Bongali, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Bonsoir. Bonsoir Evelyne. Merci Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous. Alors nous allons ouvrir le débat de ce soir, mais ce sera juste après ce reportage de la rédaction de NCI sur la conférence de presse de Charles Blé Goudé. 11h11, démarrage effectif de la conférence de presse de Charles Blé Goudé. Le président du COGEP est d'entrée de jeu revenu sur son parcours, qui l'a emmené d'Abidjan à La Haye, l'épisode de son procès et celui de son retour à Abidjan. Il a ensuite affiché sa volonté d'accompagner le processus de réconciliation nationale afin de contribuer à créer un climat apaisé et propice à l'expression de la démocratie. Et pour marquer cette volonté, Charles Blé Goudé a demandé pardon à toutes les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 dont il a été un acteur. Le président du COGEP a également estimé qu'un des éléments majeurs pour éviter de revivre d'autres crises post-électorales est de changer la commission électorale indépendante CEI telle qu'elle se présente aujourd'hui. Pour lui, cette CEI est un facteur de crise. Vous avez au sein de la commission électorale indépendante tous ceux qui compétissent. Mon cher, la compétition ne va jamais prendre fin. Chaque parti politique envoie son représentant au sein de la commission qui est censée les départager. Chaque représentant est en mission. Pour son mandat, il faut changer cette CEI. Il faut revoir la CEI pour pouvoir donner aux Ivoiriens leur choix dans les urnes. Sur ses ambitions pour la Côte d'Ivoire, l'ex-général de la rue a indiqué vouloir gouverner un jour la Côte d'Ivoire et a plaidé pour la levée de sa condamnation à 20 ans de prison qui le prive de certains droits, notamment celui d'électeur et donc de candidat. Je souhaite que soient annulés les 20 ans contre moi. Je suis jeune encore, j'ai 51 ans, j'ai encore de la vigueur, la Côte d'Ivoire a besoin de moi. Et j'aimerais participer aux joutes électorales prochaines. C'est pourquoi je le demande. 2023 comme 2025. Je pense pouvoir aider la Côte d'Ivoire un jour. Notre pays a besoin de nous. Notre pays a besoin qu'on soit unis. Notre pays a besoin qu'on tourne la page de ce conflit qui nous a endeuillés, nous tous, qui m'a amené moi à La Haye, où j'ai vu des pays développés. Je pense que ce que j'ai appris là-bas, je peux partager cette expérience avec mes congénères. Charles Blé Goudé a également indiqué avoir de très bonnes relations avec son mentor Laurent Gbagbo, président du PPACI, qu'il entend rencontrer très bientôt. Il a pour finir exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour avoir facilité son retour en Côte d'Ivoire avant de plaider pour la libération des autres prisonniers de la crise post-électorale de 2010. Alors, avant d'aborder le fond de ce qu'il a dit, on va revenir sur la forme. Pour certains, c'est un Charles Blé Goudé qui n'est plus ministre de la rue qu'on a vu, mais quelqu'un de beaucoup plus sage, de beaucoup plus posé. Est-ce que pour vous, je vais commencer par vous, Dassansa, est-ce que pour vous, il était crédible? Est-ce qu'il était sincère? Comment vous l'avez trouvé, ce Charles Blé Goudé, face aux journalistes? Bien, je voudrais vous remercier pour cette question.
Blé Goudé face aux journalistes, est-ce qu'il était crédible, est-ce qu'il était sincère? Je ne pense pas que c'est de notre responsabilité de juger de sa sincérité ou de quoi que ce soit. Un homme politique reste un homme politique. Et nous avons connu Charles Blé Goudé dans une certaine position. Aujourd'hui, 10 ans après être passé par des situations extrêmement difficiles, est-ce qu'on peut dire qu'il est sincère ou pas? Bon, je ne pense pas, mais je le considère comme un homme politique qu'on connaît, bien habitué à beaucoup de mise en scène quand même. Hein. De mise en scène? Bon. Oui, mais bien sûr. D'accord. De toute façon, ce n'est pas méchant. Hein. Okay. Un homme politique est toujours un metteur en scène. Mais pour vous, est-ce qu'il y a un changement d'image? Le Charles Blé Goudé qui a quitté la Côte d'Ivoire il y a quelques années et celui qui était face à la presse, il y a une continuité, il y a changement? Oui, mais il a pris un peu d'âge, c'est tout. D'accord. C'est le même Blé Goudé. Baudouin, Yapo? Oui, M. Charles Blé Goudé, il est désormais responsable d'un parti politique. Autrefois, il était donc, le général de la rue, il militait pour le compte d'un parti au pouvoir, il mobilisait pour le compte de ce parti au pouvoir. Aujourd'hui, quand on observe, il a gagné quand même en sagesse, et parce qu'il est responsable d'un parti politique. Bon, sa conférence de presse, nous l'avons tous suivi. Et ce qu'il a dit et qui a retenu mon attention, surtout sur sa condamnation à 20 ans donc, de prison, il a ressorti que tant qu'il ne bénéficie pas d'une amnistie, il ne se voit pas être éligible à une quelconque élection. Donc il ne sera pas candidat en 2023 et en 2025. Pour moi, je pense que c'est même une leçon de respect donc, de la légalité qu'il envoie au PPACI, à son leader, puisqu'on a entendu dire que 2025, M. Gbagbo, éligible ou pas, nous allons user de tous les moyens pour le faire candidat. Bon, on va revenir sur le fond, moi, comme on l'a dit. On est d'abord sur la forme. Je salue donc cet esprit-là pour faire comprendre que le respect de la légalité, c'est aussi ça la démocratie. Merci. Le téléphone est ouvert pour tous les téléspectateurs qui souhaitent participer à cette émission. Vous pouvez appeler pour donner votre avis. Dr Ngoron Bangali, analyste politique, quel est le regard aujourd'hui que vous avez de Charles Blé Goudé? On salue déjà le grand oral qui est un exercice démocratique. Il a été absent de la scène politique ivoirienne pendant une longue période. Il fallait que son intégration sur la scène politique soit précédée d'abord par quelques gestes symboliques. On a vu qu'à travers cette conférence, il a introduit son propos par une minute de silence à l'endroit des victimes des deux camps. Il a précisé. Alors, cela déjà signale l'état d'esprit dans lequel Blé Goudé revient aujourd'hui dans le marigot politique. Il revient en tant qu'un acteur qui est porteur d'une parole d'apaisement. Et aussi, c'est une démarche forcément de compréhension de ce qu'il a subi lui-même, mais aussi de compréhension, sinon d'acceptation de ce qu'il y a eu des mutations politiques profondes et qui nécessitent pour lui aujourd'hui de se positionner d'une manière différente que celle qui l'a conduit à être amené à la haie. Aujourd'hui, il revient avec un discours, un sens de la formule qu'il a gardé, mais un discours un peu plus apaisé, un discours, je dirais, qui va dans le sens de ménager les susceptibilités. On l'a vu lorsqu'on lui a posé même une question, même si on ne veut pas rentrer dans le fond maintenant, sur la question du sentiment anti-français, il a botté en touche parce qu'il y avait déjà cet état d'esprit-là de ne pas bousculer, je dirais, l'harmonie, de ne pas déranger. Okay. Et donc ça a été un propos assez lustré et c'est plutôt bien passé. Blaise Lasme, comment vous le trouvez, Charles Blé Goudé? Dans la forme, on a envie de dire votre ancien compagnon de lutte. Bon, enfin, dans la forme, nous n'avons aucun commentaire particulier à faire. Okay. Pour nous, il est important que tous les acteurs politiques s'expriment dans la forme qu'ils veulent choisir, et il a fait sous la forme d'une conférence de presse. C'est une bonne chose. Ça montre que le combat pour lequel Laurent Gbagbo s'est toujours battu, c'est-à-dire la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, commence petit à petit à rentrer dans les mœurs, même si ce combat a connu un recul net à partir de 2011. Donc dans la forme, nous n'avons rien à dire. Nous sommes contents qu'il soit rentré, nous sommes contents qu'il ait parlé. Il vous a convaincu? Je n'ai pas besoin d'être convaincu. Okay. Il est président d'un autre parti politique. Serge Patrick de Souza. Je pense que
Blé Goudé, son discours a vraiment évolué. Il y a un Blé Goudé... Dans quel sens? Il y a un Blé Goudé avant la CPI, un Blé Goudé quand il était à la CPI, et un autre Blé Goudé quand il revient de la CPI. Je vous donne seulement un seul aspect. OK. Avant la CPI, Blé Goudé, lorsqu'il parle, mais c'est comme si c'était le président Laurent Gbagbo qui orientait, qui l'inspirait dans son discours. Ça, c'était avant la CPI. Arrivé à la CPI, le président Laurent Gbagbo est son mentor et tant que le président Laurent Gbagbo est dans le jeu politique, Blé Goudé reste en arrière. Mais pendant son oral, il a dit, je cite, « Moi, je suis président du parti politique, je voudrais aussi participer aux élections 2023 et 2025. Donc, je souhaiterais que la peine soit remise de sorte à ce que je puisse bénéficier de mes droits civiques. » Voici en quoi est-ce que son discours a évolué. Et allant dans ce sens, je vais dire, on ne peut plus dire que Blé Goudé, la condition c'est que Gbagbo soit candidat ou pas, puisque le PPACI a déjà manifesté par les militants la volonté de porter Laurent Gbagbo comme candidat aux élections de 2025. Voici ça. Donc Blé Goudé a évolué. Il a évolué en tenant compte des différentes mutations qui se présentent à lui, mais aussi en essayant de pouvoir affirmer son autonomie et son identité en tant que leader politique. Ok, d'accord. Merci pour cette analyse. Docteur Saraka Patrice, est-ce que vous partagez cet avis? Charles Blé Goudé a-t-il évolué? Si oui, dans quel sens ou dans le sens que vous souhaitez peut-être? Merci, madame. Avant de me prononcer sur le fond, enfin la forme, oui, la forme. Je tiens quand même à préciser que l'exercice auquel Charles Blé Goudé s'est soumis n'est pas une mise en scène. C'est un devoir de sincérité. C'était un exercice de vérité. Je pense que ce n'est pas juste de penser que la politique rime avec mensonge, avec malhonnêteté, avec roubladise. C'est comme ça qu'on voit les hommes politiques. Et notre génération veut que les Ivoiriens, les peuples africains voient les acteurs politiques autrement. C'est d'ailleurs eux qui doivent éclairer la société. La morale, ça doit d'abord venir des hommes politiques. L'éthique, ça doit d'abord venir des hommes politiques. Ce n'est donc pas une mise en scène. Charles Blé Goudé a organisé cette conférence de presse dans une logique de cohérence. Parce qu'avant qu'il ne vienne de la CPI, au lendemain de la délivrance de son passeport, il avait déjà dit que lorsqu'il serait en Côte d'Ivoire, il allait s'adresser aux Ivoiriens sur tous les sujets. Et dès qu'il est entré en Côte d'Ivoire, le 26 novembre, il a réitéré cela. Et je pense d'ailleurs que tous les acteurs politiques, et comme l'a dit tout à l'heure, devraient savoir que c'est un exercice démocratique. Chacun doit se soumettre à cet exercice. Aujourd'hui, c'est une conférence de presse. Je pense même qu'il peut s'agir d'une conférence publique pour permettre aux citoyens de demander des comptes sur ce qu'ils entendent, sur ce qui se raconte. Madame, beaucoup de choses ont été dites. Okay. Beaucoup de choses sont racontées. Et Charles Blé Goudé a décidé donc de rétablir la vérité pour dire la vérité des faits et non sa version des faits. De manière à ce que tout équivoque soit levé. De manière à ce que les interprétations, les manipulations, qui sont souvent source de conflits, cessent. Voilà, d'accord. Donc, on comprend cette part de vérité. Vous voulez réagir à ce qu'il a dit dans son sens? D'accord. On comprend donc cette part de vérité de Charles Blé Goudé. Mais certains n'ont pas été convaincus sur certains aspects, notamment ses relations avec Laurent Gbagbo. Je vais rester avec vous et ensuite les autres pourront se prononcer. Il y a une image que les Ivoiriens, en tout cas, souhaiteraient voir, cette image de Charles Blé Goudé aux côtés de Laurent Gbagbo, de retour au pays. Il essaye de justifier cette absence d'image, mais sans vraiment convaincre. Saraka? Non, il n'a pas besoin de justifier cette absence d'image. Ce sont des faits, tout le monde l'a constaté. Et quand Charles Blé Goudé a fait sa conférence de presse, a animé sa conférence de presse, il a dit que le moment viendra où il va rencontrer le président Laurent Gbagbo. Et au-delà, il a dit que le moment viendra où tous les amis de la gauche, tous les camarades de la gauche, le moment viendra où on va se rencontrer. Cela veut dire, madame, oui, qu'il faut
être dans une posture en évitant toute polémique. Et nous ne voulons pas nous inscrire dans une posture de polémique. On n'a pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Retenez simplement, et vous savez, vous le verrez forcément, Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo se rencontreront. Et Charles Blé Goudé et les camarades de la gauche se rencontreront. On n'a pas besoin d'en faire un débat parce que pour Charles Blé Goudé, il faut être cohérent. Quand il a dit à sa conférence de presse, c'est un appel qu'il nous a lancé. Je ne viendrai pas sur ce plateau pour exposer, pour en dire plus sur ce qu'il a déjà dit. Mais les Ivoiriens ont besoin de comprendre. Serge Patrick de Souza, les votre Ivoiriens ont analyse besoin à de vous. comprendre parce que il faut qu'on soit clair. Soit on est dans la rhétorique, ou alors ce qu'on dit, il faudrait qu'on pèse. Blé Goudé a toujours dit, Gbagbo est son père. Mais attends, un fils qui revient de loin, mais la première des personnes qu'il doit rencontrer, c'est son père. C'est son père. Et avant qu'il n'arrive en Côte d'Ivoire, il était sur, je crois, c'est NCI, l'a interviewé à la haie là-bas. Mais il a dit, Simone Gbagbo est ma mère. Il a répété ça pratiquement 5 fois. Mais ce sont des propos qui sont évocateurs. Quand il arrive, mais on voit qui va l'accueillir à l'aéroport et qui participe même à, je vais dire, son jubilé de retour à Yopougon. Et donc, lorsqu'on arrive à ce stade-là, mais c'est clair, moi je pense que je me mets du côté des Ivoiriens sans pour autant essayer de trop réfléchir, avoir une imagination fertile pour dire que Blé Goudé et son père, les deux, ne se parlent pas et ils ne se voient pas. Voilà, donc il doit avoir une explication à ce niveau. Est-ce que, d'un point de vue idéologique, il y a quelque chose qui a changé? Ou alors, je vais dire, il y a d'autres influences extérieures qu'on ne sait pas, mais les Ivoiriens attendaient plus que cela. Ce qu'on voit là, ce n'est pas ce qu'on attendait d'eux. Blaise Las, les Ivoiriens ont besoin de comprendre. Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, que se passe-t-il réellement? Vous êtes sûr que c'est la préoccupation des Ivoiriens en ce moment? Je ne crois pas. Il y a un jeune étudiant qui a été découvert pendu. Cela pose le problème, ou bien la problématique de l'état moral de la jeunesse ivoirienne. Cela inquiète, cela attriste. Je crois que c'est l'une des situations qui choquent les Ivoiriens et qui interrogent les Ivoiriens. Blé Goudé va rencontrer Laurent Gbagbo, forcément. Blé Goudé a Mais ça fait partie des préoccupations des Ivoiriens. Non, ça, c'est pas une préoccupation essentielle. C'est pas une préoccupation essentielle. Vous voyez, ce qui s'est passé est tellement choquant, ça a tellement attristé le président Laurent Gbagbo que ça nous a poussé à réfléchir. Vous savez que notre pays est le 26e pays au monde où il y a le plus de suicides. Au monde. Loin devant l'Irak. Loin devant la Somalie. Voici des situations qui méritent qu'on s'y attarde. Laurent Gbagbo va rencontrer Blé Goudé. Ils vont forcément se parler. Ce n'est pas ça qui est important. Pour les Ivoiriens, en tout cas. Docteur Ngoran. Oui, la question continue toujours de cristalliser les réactions, les attentions. Parce que déjà, ce n'est pas normal que M. Charles Blé Goudé, de retour au pays, ne puisse pas rencontrer ce symbole de la gauche, mais aussi son mentor qui est Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Mais ce qui est encore plus préoccupant, ce sont les explications des deux côtés qu'on reçoit pour essayer de comprendre cette impossibilité pour les deux hommes de se rencontrer en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé s'est justifié en disant qu'il a, de son côté, formulé une demande qu'il a adressée au PPACI. Alors, on s'est rendu compte qu'immédiatement, le lendemain, dans sa conférence de presse, le ministre Koné Katina a démenti le fait que le PPACI aurait reçu une demande formelle d'audience. Alors, dans les minutes qui ont suivi, sur la page officielle du ministre Charles Blé Goudé, a été publiée une vidéo où on voit un membre de la délégation au domicile du ministre Oublé Oulaï, qui est le président, je crois, du comité exécutif du PPACI, auquel il remet une enveloppe qui est une demande d'audience. Dont on ignore le contenu, hein, alors, parce que c'est une enveloppe on s'en tient à la légende de la vidéo. Sinon à ce qui est dit dans la vidéo. Donc, il remet une demande officielle. Donc, il y a donc ces contradictions-là qui sont dites, ensuite démenties. Finalement, ça donne l'impression que la gêne n'est pas seulement au niveau de la population, mais aussi des deux partis qui n'arrivent pas clairement à mettre en avant, à mettre sur la table la raison pour laquelle les deux ne se sont pas encore rencontrés et qui se renvoient la balle comme si on était dans un jeu de ping-pong. Donc il faut qu'on trouve une explication pour qu'on puisse passer à autre chose. Baudouin Yapo. Oui, on pose une question sur donc, les rapports entre
Blé Goudé et Gbagbo. Un père et un fils, oui, on essaie de survoler en parlant d'un problème qu'on ne maîtrise pas concernant le suicide, qui est quand même regrettable du jeune étudiant. Et il faut d'abord saluer sa mémoire et respecter sa mémoire. Il faut dire que selon la Banque mondiale, le taux de mortalité par suicide en Côte d'Ivoire est passé de 2011 à 2020 selon un indice de 14 à 8,5. C'est-à-dire qu'il y a même une baisse. Bon, peut-être qu'on veut nous faire croire que quelque chose est à la base de cela. Bon, on peut en discuter. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. C'est pas vraiment le sujet. Pas le lieu. Vous savez que nous, en tant qu'observateurs, puisque vis-à-vis donc, de leur sphère, donc Gbagbo, nous sommes comme des observateurs. Ils ont érigé la diabolisation, je dirais même l'anathématisation de l'adversaire en stratégie politique. Et tantôt un tel serait corrompu, serait vendu, tantôt donc, le pouvoir en place aurait donc fait un deal avec M. Blé Goudé ou qui d'autre. Vous allez nous permettre de comprendre ce soir. Oui, si mais par là, je vais simplement dire, parce que Blé Goudé s'est exprimé, il a dit qu'il n'a eu aucun deal avec le pouvoir d'Abidjan. Mais il faut leur dire que quand ils ont leurs problèmes en interne, qu'ils nous respectent. Nous ne sommes pas des faiseurs de deal. On ne va pas nous dire que M. Blé Goudé a dit le pouvoir d'Abidjan, on n'en a pas besoin. Le président Alassane Ouattara, au regard de son bilan, n'a pas besoin de dealer avec qui que ce soit pour pouvoir la personne adhérer donc à son parti ou bien à son pouvoir. Donc il faut leur dire qu'ils ne nous associent pas, ou bien n'associent pas l'image du président ou du parti au pouvoir à leur querelle politique entre eux. Non, là, il a collaboré avec tel pouvoir, il a collaboré avec telle personne, on n'en a vraiment pas besoin. C'est ce que je voulais vraiment dire. Oui, moi je voudrais sur la question dire que c'est une situation assez malheureuse parce que voici des termes assez forts qu'on utilise père et fils, parce que quand on utilise des termes père et fils, ce qui se passe entre Blé Goudé et puis Laurent Gbagbo, ça ne devrait pas arriver si tant est que ce sont des pères et des fils. Okay. Voilà, ça ne devrait pas arriver. Mais malheureusement, on assiste à cela et ça nous interroge. Ça nous interroge dans la mesure où nous avons vu Charles Blé Goudé plus ou moins mener plusieurs démarches et nous sommes tous des êtres humains. Okay. Je ne vois pas comment Blé Goudé peut accepter de défier frontalement Laurent Gbagbo. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Et depuis que Laurent Gbagbo est rentré de l'AE sans Blé Goudé, j'ai compris qu'il devra avoir forcément quelque chose. Pour vous, il y a une rupture? Non, il y a une rupture. Ça, il ne faut pas, on va se blaguer. Il y a une rupture. Ça, c'est très clair. Et si c'est parce que Charles Blé Goudé s'est montré un jeune plus courageux, plus audacieux, ambitieux, en créant un parti politique, que son père est fâché, mais là aussi, il y a un problème. Il faut permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on doit continuer à se flatter de cette relation de père en fils. Ça, si c'est comme ça, la relation de père en fils en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont pas besoin d'une relation pareille de père en fils. D'accord. Monsieur Laurent Kodjo est en ligne. Je vais vous donner la parole, ne vous en faites pas. Monsieur Laurent Kodjo est en ligne. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. On vous écoute pour votre analyse, votre point de vue. Bonsoir, madame. Je vous entends parfaitement. Allez-y. On a certainement quelques petits soucis techniques avec M. Laurent Kodjo. Vous pouvez essayer de nous rejoindre. D'accord, Blaise Lasmo, ensuite Dr Saraka. Merci beaucoup. Est-ce que, moi je vais peut-être compléter la question. C'est vrai que vous dites que les Ivoiriens ont d'autres préoccupations, mais celle-là, ça fait partie de la préoccupation des Ivoiriens quand on sait que Charles Blé Goudé s'est battu, on va dire, pour le pouvoir de Laurent Gbagbo, entre guillemets. Est-ce qu'aujourd'hui il y a rupture? Ok, je vais vous répondre. Blé Goudé, selon vous-même, votre reportage, a dit qu'il n'y a aucun problème entre lui et le président Laurent Gbagbo. Nous disons la même chose. Le représentant sur ce plateau de Blé Goudé dit la même chose. Mais le RHDP pense qu'il y a problème. Nous disons non. Le RHDP estime que
il y a problème entre Blé Goudé et Laurent Gbagbo, entre un père et son fils. Mais pourquoi le fils doit-il faire une demande d'audience pour voir le père? Je viens, madame. Expliquez-nous, en fait. Expliquez aux Ivoiriens. Je viens. Moi, j'aurais voulu parler de la cherté de la vie. Mais ce n'est pas grave. Comme on entend mais ce n'est pas le thème de ce soir. Voilà. On va en parler tout à l'heure. Le RHDP, un député de RHDP ose dire sur un plateau, devant toute la nation ivoirienne, qu'à partir du moment où Laurent Gbagbo est rentré avant Blé Goudé, ça voudrait dire qu'il y a problème. Le jour où Laurent Gbagbo rentrait, est-ce que le régime RHDP avait octroyé à Blé Goudé son passeport? Non. Ce n'est pas nous qui distribuons les passeports. C'est eux qui distribuent les passeports. Et c'est eux qui ont retardé l'arrivée de Blé Goudé jusqu'à présent. Donc c'est de mauvaise foi, c'est même politiquement malhonnête de venir ici sur ce plateau-là, dire que Blé Goudé est arrivé après parce qu'il avait un problème avec Laurent Gbagbo. Ce n'est pas bon. Première chose. Deuxième chose, le taux de suicide en Côte d'Ivoire est de 15,7%. C'est les chiffres officiels. Ce n'est pas de 8%. Quand on décide de faire la politique, on décide d'avoir une certaine éthique et de s'inscrire dans la vérité, quel que soit ce que ça va coûter. Les chiffres officiels, ça vient d'où? Il va terminer. Non, il faut qu'il terminer. Ça vient de l'OMS. Ça vient d'où? De l'OMS. Mais il a donné des indices. Lui, il a donné le pourcentage. Ça, je crois que vous pas la parole. Lui, il a pas de 8%. Il a dit c'est un indice. Bon, donc, on va s'écouter. Il parle de pourcentage, c'est pas pareil. Monsieur, on va s'écouter. La notion de père et de fils. Mais vous aurez la parole tout à l'heure. Ouattara est censé être le père de Soro Guillaume, mais il est en train de poursuivre Soro Guillaume sur toute la planète. Donc je pense que c'est des choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils doivent laisser. Et on n'a aucune leçon à recevoir du RHDP. Aucune. Laurent Kodjo est toujours en ligne. Je vous donnerai la parole, ne vous faites pas. Laurent Kodjo est toujours en ligne. On vous écoute rapidement. Bien sûr, je vous salue, madame. Je salue également les participants. Je voudrais faire savoir qu'il est important de savoir qu'un homme ne peut pas rentrer directement et puis aller saluer un voisin. C'est-à-dire, quand je parle, je dis quoi? Monsieur Charles Blé Goudé est rentré au pays. Je pense qu'il doit prendre le temps, d'accord, de faire un réaménagement, parler à ces gens aux personnes de son parti politique, parler à sa famille, à ses amis, avant d'aller voir le président Laurent Gbagbo. Il ne peut pas se lever sur un coup de tête pour aller voir Laurent Gbagbo. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je voudrais dire à M. Dansansan qu'il n'est pas bien de dire qu'un homme politique est une marionnette. Lui-même, il est un homme politique. Et s'il dit que quelqu'un est une marionnette, c'est-à-dire on peut considérer que tous les hommes politiques sont des marionnettes, ce qui n'est pas juste. D'accord? Donc voilà ma participation. Merci beaucoup à vous. Merci, M. Kodjo. Docteur Saraka Patrice, et ensuite je reviendrai voilà, à ma droite. Je voulais prendre Monsieur l'honorable Baudouin dire à sa suite qu'effectivement, aujourd'hui, la diabolisation des adversaires politiques, le mensonge politique est de plus en plus érigé en stratégie politique par d'autres acteurs politiques, certainement à court d'arguments pour convaincre les Ivoiriens. Sur la question de Charles Blé Goudé, les relations de Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo, je pense que les participants ici ont éloquemment présenté la situation. On ne va pas s'attarder dessus. Mais la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que cela est utilisé par des acteurs politiques? Au point où le porte-parole du PPACI en a fait un problème personnel. La question de Charles Blé Goudé est devenue un problème personnel pour l'individu. Je ne parle pas du PPACI. L'individu connaît Katina. Je dis bien, je ne parle pas du PPACI. Parce que visiblement, certains acteurs politiques du PPACI ont des objectifs inavoués, parce que tous les Ivoiriens savent, pour les liens historiques entre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo, pour ce qu'il a fait, la relation qui les a unis pendant 6 ans à la CPI, on est quand même surpris que depuis l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, depuis l'arrivée de Charles Blé Goudé, ces relations-là, subitement, se sont détériorées. Donc vous reconnaissez qu'il y a détérioration de relations ensemble depuis quelques mois. C'est un peu différent de ce que vous avez dit tout à l'heure. Comment comprendre que les relations étaient très bonnes, puisque moi-même, j'ai été témoin, je les ai visités, le président Laurent Gbagbo lui-même m'a dit la qualité de ces relations. Comment on peut comprendre que subitement, depuis leur acquittement, depuis leur libération, depuis leur arrivée en Côte d'Ivoire, les choses se sont détériorées. Donc les relations ne sont plus bonnes. Les relations sont plus bonnes. Nous ne pouvons pas accepter que le ministre Koné Katina
viennent des jours pairs exiger du COJEP une demande d'audience et les jours impairs dire qu'on n'a pas besoin d'audience pour rencontrer le président Laurent Gbagbo. Il faut être cohérent en politique. Vous voyez, c'est cela qui nous inquiète. Et le même Kone Katina, lorsque le président Laurent Gbagbo est entré et que tous les Ivoiriens, tous les Africains étaient en train de se mobiliser, de se battre pour que le président Charles Blé Goudé suive son père, le président Laurent Gbagbo, sous un fond d'ironie, nous demande d'aller faire des marches, comme si ce sont des marches dans toute la Côte d'Ivoire qui ont fait que le président Laurent Gbagbo est revenu. D'accord. Je pense qu'il faut faire la part des choses, faire la part entre le PPACI, le président Laurent Gbagbo, la direction du PPACI et des individus aux intentions inavouées qui sont au PPACI. Mais je voulais vous rassurer, madame, assez rapidement. que nous connaissons Daman Picasse, Kwa Justin, Daï Nostor, Oupou Jocelyne, et même sur le plateau. On se connaît, on se fréquente. Et quand on se voit, il n'y a pas de relation d'animosité. Parce que nous sommes de la gauche. Mais il y a certains qui, un jour, on le saura. Un jour, on le saura. On note bien, ils ne sont pas sur ce plateau pour répondre et Blaise Las voudra peut-être se prononcer dessus. Je vais donner la parole à Das Sonsa et ensuite à Baudouin Yapo. D'accord. Non, moi je pense que c'est une situation assez malheureuse, hein, je l'ai dit tantôt. Et on va exhorter la gauche, la grande gauche, à créer les conditions de leur unité. Et une fois on aura cette unité au niveau de la gauche, on aura le temps de faire des réflexions sur les sujets importants de la société, comme l'a dit Blaise. Et puis, on va éviter, peut-être même de faire autant de mensonges qu'on fait sur la Côte d'Ivoire. Et on aura le temps de les évoquer parce qu'il y a des mensonges que je vais révéler ici. Et je crois que ça va rassurer. Mais vous avez la parole, hein. Allez-y en même temps. Non, je reviens. D'accord. Donc, Baudouin. Oui, au regard des propos du secrétaire général du COJEP, on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de problème. Kone Katina est porte-parole du PPACI. Il porte la voix d'un parti. Donc, quand il parle au nom de ce parti. Il dit que M. Charles Blé Goudé n'a pas déposé, n'a pas fait une demande d'audience au président Gbagbo. Bon. Et je viens de voir une vidéo sur la page de M. Blé Goudé qui montre que son parti a rendu une lettre de demande d'audience. Une lettre dont on ignore le contenu. Moi, je suis journaliste et je suis... Voilà, ok. Les gens en parlent. Ils avaient demandé que ce parti se mobilise pour être donc à son accueil. Mais on a eu quelques membres de ce parti. On ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de problème. Mais cela nous importe peu. Quand on parle de mortalité par suicide, moi je parle d'indices, il parle de taux. Bon, ce n'est pas la même chose. Mais on ne va pas faire de la politique avec le soin humain quand même, avec le suicide d'un jeune étudiant. Ce que je pense, c'est que c'est quand même assez regrettable. On ne va vraiment pas faire de la politique avec cela. C'est ce que je voulais dire. Docteur Ngoran. Oui, le docteur Sraka reconnaît qu'il y a problème, mais pas entre deux partis, mais problème autour de la personne de Blé Goudé. Et ce problème-là serait, disons, imputable à un individu, un acteur du parti de PPACI. Je pense qu'il faut voir au-delà, parce que c'est une collision de deux structures qui était absolument prévisible. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont émergé sur la scène politique, en tant que fils d'eux, quand on regarde dans le passé proche, lorsque une fêtière politique, un grand parti politique devait être mis en place, ils ont été appelés à se prononcer, à prendre une position claire par rapport à ce grand parti qui était en construction. On l'a vu avec le cas de Soro Guillaume qui n'a pas accepté de s'intégrer au RHDP. Il a préféré garder cette distance et en restant arc-bouté sur sa formation qui était le GPS, on a vu la suite. C'est la même chose. À partir du moment où, au retour du président Laurent Gbagbo, il choisit de rassembler ses caciques loyaux à l'intérieur d'une nouvelle fêtière politique qu'est le PPACI, il a été déjà sujet d'interrogation de savoir pourquoi est-ce que Blé Goudé n'a pas intégré cette initiative-là. Il s'est démarqué en gardant le COJEP, en gardant cette position de distance. Donc je pense que pour moi, dans la logique des choses, la collision était inévitable. Comme cela a été entre Alassane Ouattara et Soro Guillaume, comme cela a été par le passé entre le président Bédié
et le ministre Kakabe. Mais quand on est sur la scène politique, on émerge dans le sillage d'une grande figure nationale et qu'on se définit comme le fils d'eux. On a deux choix. Soit on s'inféode dans son appareil politique, ou bien on s'expose à une confrontation. C'est vrai que dans le cas de Blé Goudé, la chose est encore pour le moment en quelque sorte étouffée, l'affrontement est repoussé, on essaie de maquiller la chose avec un discours du genre circulé, il n'y a rien à voir, mais une chose est claire, quand on en sera aux joutes électorales, étant donné que le COJEP va devoir se tailler un bastion politique, forcément, un bastion territorial. Et ce bastion-là, il va le tailler dans ce qu'on peut considérer comme le champ politique historique de l'ex-FPI ou encore aujourd'hui du PPACI. Donc, dans la circonscription, on va se retrouver avec des scénarios, forcément des clashs, de conflits, parce que c'est inévitable. D'accord. Bezlas. Oui, je vais Saraka Patrice a mis les pieds dans, les pieds dans le plat. Alors, non, je vais commencer par répondre sur les propos du Dr Bangali. C'est ça, non? Ok. On est allé aux élections législatives en 2021. Le COJEP a présenté des candidats, ça ne nous a gêné outre mesure. Voilà, ça nous a, on n'essaie pas d'étouffer le COJEP. Et puis, il n'y a pas de PPACI à part et de Kone Katina à part. Il est le porte-parole du PPACI. Et donc, ce qu'il dit engage le PPACI. Nous endossons tout ce qu'il dit. Ok. Et je peux répéter ce qu'il a dit. Hein. Voilà, il dit... Blé Goudé veut voir le président Longwabo. Blé Goudé sait où il doit voir le président Longwabo. Blé Goudé s'élève en tant que fils. Il va voir son père, personne ne va l'en empêcher. Il a ajouté que le PPACI n'a pas reçu de demande d'audience de... Mais comme je n'ai pas lu le document, vous et moi, on a la même préoccupation. Vous et moi n'avons pas lu le document, donc je ne sais pas ce qui a été écrit. Mais ce que je sais, quand Blé Goudé voudra voir le président, il se lève, il va chez lui, il va le président, tout simplement. Jusqu'à présent, pour moi, il n'y a pas de problème Blé Goudé, Laurent Gbagbo. D'accord. Et je prends au mot Dr Saraka. Il a dit dès le départ qu'il n'y a pas de problème. On est dans la cohérence, on est dans la cohésion, il n'y a aucun souci. Maintenant, quand le député dit qu'il faut d'abord qu'on s'entende... Lequel il y en a, ils sont deux? Lui, les suppléants. Lui, les députés pleins. Non, je parle du député. D'accord. Voilà. Quand le député dit qu'il faut qu'on s'entende d'abord avant de parler des problèmes de la nation, je dis non. Je dis non. Parce que eux, ils ne s'entendent pas sur Guillaume. Ils poursuivent sur Guillaume à travers la planète. Ils emprisonnent les pauvres sur Guillaume. On ne leur demande pas de s'entendre avec sur Guillaume avant de discuter des choses de la nation. Évoquant le suicide allégué, parce qu'on n'a pas encore les enquêtes de police. Ce n'est pas pour politiser. Mais ça nous permet de souligner qu'il y a un problème. Il y a une déprime au niveau de la jeunesse ivoirienne. C'est cette déprime-là qui fait que 68% des demandeurs d'asile en France sont ivoiriens. C'est des chiffres. Quel est le problème qui fait que pendant que tout va bien sur le RHDP, les Ivoiriens fuient, les Ivoiriens se suicident? C'est ça le débat, c'est ça le fond du débat en Côte d'Ivoire. Sage Patrick de Souza, qui est très impatient de prendre la parole. Parce qu'en fait, il y a des mots qui sont donnés, mais j'ai l'impression qu'on va dans tous les sens. Le problème, ce n'est pas que la gauche est divisée. Ce n'est pas une question de gauche, parce que quand on dit la gauche est divisée, ça doit être d'un point de vue idéologique ou sur des questions fondamentales. Le problème, c'est qu'il y a des partenaires politiques, loin des débats idéologiques, qui doivent pouvoir se rapprocher et que pendant pratiquement 10 ans, on a cristallisé une partie de la population, de la jeunesse, à attendre de leur retour quelque chose comme qui représente un espoir et qui ne retrouve pas. C'est en cela que réside l'importance d'abord de comprendre la situation. Maintenant, quitte à dire qu'il y a une sorte de diabolisation, mais en face de moi, il y a deux politiciens. La question des diabolisations, là, mais c'est un débat qui se tient à l'intérieur des partis et entre les adversaires politiques. C'est clair. Donc on ne peut pas dire que oui, Blé Goudé est proche, Blé Goudé est parti avec, soutient le RHDP, c'est pour ça. Qui a dit? Personne n'a dit. C'est dans les rues qu'on entend. Mais on ne peut pas prendre ça pour venir sur ce plateau-là pour dire on a dit. Qui a dit? Non. Jusqu'à présent, ce que nous entendons, quand Blé Goudé est arrivé, normalement, il devait aller saluer son père. Il n'a pas salué son père. Et jusqu'à présent, on ne l'a pas encore vu avec l'un des proches de son père. Voici la question de fond. Et les militants, les jeunes qui ont attendu leur retour, ils ne voient pas ce pourquoi on leur a demandé de rester mobilisés. Après, ça n'empêche pas qu'on aborde les questions du pays. On a vu le cas Soro Guillaume, qui a été contraint à l'exil.
Mais ça n'a pas empêché au RHDP de dérouler sa politique de développement ou voilà, sa vision pour la Côte d'Ivoire, voilà, qu'il conçoive. Voilà. Donc je vais dire qu'il faudra qu'on arrive à faire la part des choses. Ce dont nous parlons ici, l'importance est que, mais attends, il y a des gens qui sont restés là, mobilisés, qui ont boycotté des élections, qui ne se sont même pas fait enrôler sur la liste électorale, parce qu'on attendait des personnes, on attendait des leaders. Qu'ils arrivent, mais il faudrait qu'au moins, on arrive quand même à comprendre ce qui n'a pas marché. Très bien. Voilà. Baudouin Yapo, ça va être peut-être sur ce point-là le dernier mot. Après des deals là, M. Blé Goudé lui-même en a parlé au cours de sa conférence de presse. Ce n'est pas moi qui les vante. Donc ça se dit, il a entendu. Ben, on parle de Guillaume Soro, on veut mettre cela en rapport avec la situation entre Gbagbo et Blé Goudé. Pour vous, il n'y a pas de rapport? Non, mais Guillaume Soro, il n'est pas RHDP. Guillaume Soro est un opposant politique qui, dans son action politique, a voulu attenter donc, à la sûreté de l'État. On sait ses agitations, quand même, on connaît ses agitations en 2020. Nous avons tous suivi la scène politique ici en Côte d'Ivoire. Donc on ne va pas mettre cela en rapport. Son problème, mais il n'est plus RHDP, on a tous compris. Mais il est dans cette situation, il peut me rentrer au pays quand il veut, mais il est dans cette situation parce qu'il veut faire la politique autrement, comme lui le veut. On ne fait pas la politique avec, donc, comme avec cette volonté manifeste de vouloir déstabiliser le pays. C'est ce que nous disons. C'est à cela que nous disons non. Mais quand on parle de Gbagbo et Blé Goudé, quand ils étaient ensemble à la CPI, qui devait rentrer? Non, pas la CPI, à La Haye, l'un l'autre en Belgique. Qui devait rentrer? Pour un père, je pense. Ça, je reviens à cela. Pour un père, parce que Blaise n'a pas de passeport, mais pour un père qui a son fils, avec qui s'est retrouvé dans cette situation de la CPI, normalement, il pouvait poser l'une des conditions, il pouvait dire que tant que Blé Goudé n'a pas son passeport, moi, je ne rentre pas au pays. Pour un père, il pouvait le faire. Hein. Il pouvait poser ça, quand il parlait faire des rencontres à la présidence, il pouvait poser ça comme l'une des conditions pour rentrer au pays avec M. Blé Goudé. Il a abandonné là-bas. Bon, donc, cela n'a rien à voir avec la situation de Guillaume Soro. Nous en savons plus. D'accord. Mais attends, c'est un peu confus ce qu'il a dit, je n'ai pas bien compris. Voilà. Donc, il partait à la présidence pendant qu'il était à Bruxelles? Non, je ne parle pas des responsables. Quel responsable? PPACI, qui, quand il partait au nom de M. Gbagbo à la présidence pour discuter de son retour, il pouvait poser comme l'une des conditions le retour. Mais tu n'étais même pas là-bas. Le retour de Blé et de Gbagbo à Abidjan. Mais ça, je ne veux pas savoir. Qu'est-ce qui vous empêche de donner le passeport de Blé Goudé, tout simplement? OK. Dans son sang qui veut réagir. Je veux faire une clarification. S'il vous plaît. Je veux vraiment faire une clarification parce que j'ai entendu ici qu'il aurait une alliance ou bien en construction ou réelle ou encore supposée entre le RHDP et puis Charles Blé Goudé. Il est bon que chacun apprenne quand même à respecter le leadership de quelqu'un qui décide de mener une réflexion, de conduire une réflexion. C'est important. Le président du COGEP, quand il faisait sa conférence, chacun de nous l'a écouté. Ah oui. Chacun de nous. Et il assume ce qu'il dit. Est-ce que vous pensez que tout ce qu'il a dit nous plaît? Si nous étions en alliance, je ne suis pas sûr qu'il allait dire des choses qui nous déplairaient. Qu'est-ce qu'il a dit, par exemple, qui vous déplaît? Avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Par exemple? Quand M. Charles Blé Goudé attaque ou encore critique le fonctionnement actuel ou la composition actuelle de la commission électorale indépendante. On allait arriver justement sur ce point. Une critique, c'est qu'il y a un problème. Je dis bien critique, c'est normal. Voilà. Il peut critiquer. Mais moi, je dis, la comparaison qu'il fait avec la nécessité d'avoir quelqu'un de neutre qui ne participe pas aux élections. En 2010, Choïla, il était de quel parti politique? Il n'était même pas ivoirien. Mais on n'a même pas été d'accord sur son arbitrage. Première chose. Deuxième chose, il dit que la CEI est un organe de crise. Je ne peux pas être assis ici en tant que parlementaire qui a participé au toilettage de la commission électorale indépendante
et puis accepter que la CEI est un organe de crise. Non, la CEI n'est pas un organe de crise. Ce n'est pas un organe de crise. La CEI de 2009, avec laquelle on a fait l'élection, à partir de 2013 jusqu'à aujourd'hui, on a suivi des modifications jusqu'au dernier dialogue politique qui a nécessité qu'encore on puisse toiletter la commission électorale indépendante. Je termine rapidement pour dire que l'idée qui est cachée derrière la partialité des acteurs au niveau de la CEI a été corrigée par la représentation nationale et j'en suis fier. Prenez la CEI, on ne parle plus de représentants de partis politiques. On désigne des personnalités. C'est des personnalités ivoiriennes qu'on désigne. Ça veut dire quoi? Si Dr Saraka est désigné pour être membre de la CEI, s'il va et qu'il pense qu'il doit servir que le COJEP, c'est qu'il n'est pas digne d'être un Ivoirien. Parce que si ce n'est pas correct, en tant qu'Ivoirien, il doit pouvoir se départir de son parti politique et puis dire ce qui va. C'est un jeu de mots, hein, parce que ces personnalités-là, ces personnalités, ce sont des organisations qui identifient et proposent ces personnalités. Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que... On ne va pas se comprendre si vous parlez tous ensemble. On ne va pas se comprendre. Laissez-le terminer. Politique. Il n'était même pas ivoirien. On vous a bien compris. Mais vous n'avez pas été capable d'être d'accord avec son arbitrage. D'accord. On vous a bien compris. On va le laisser maintenant s'exprimer. Pour qu'on puisse se comprendre. Je disais tout simplement que les Ivoiriens puissent ce sont des organisations qui proposent ces personnalités-là. Parce qu'effectivement, ce sont des personnalités. Mais ça ne veut pas dire que la mission qui leur a été confiée est contraire à la vision de l'organisation qui le mandate. C'est pourquoi j'ai voulu poser la question. Vous êtes personnalité à l'Assemblée nationale. Si vous, aujourd'hui, le RHDP vous propose à la CEI en tant que personnalité, quand vous partez travailler là-bas, vous travaillez au nom de qui? Non, on ne travaille pas. Je viens. Laissez-le terminer. On prête un serment, il faut respecter le serment. Mais laissez-le terminer. Je suis du RHDP. Si je dois servir quelque part, même si le RHDP me mandate, je dois respecter le serment. C'est ça aussi la permettez-lui de terminer. La deuxième chose, pourquoi est-ce qu'il a dit que la CEI est un organe de crise? Mais il faut voir, la dernière élection qui s'est passée en Côte d'Ivoire, c'était en quelle année? Et il y a eu quel bilan? C'est une réalité. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Ça ne va pas être un débat entre vous deux. Sinon, je dis tout simplement qu'il y a un débat qui est posé sur non seulement la composition de la CEI, mais aussi le code électoral. Et l'opposition le clame. 2 minutes. Maintenant, lorsqu'on est dans un État démocratique, il faut pouvoir évoluer en essayant d'écouter les propositions qui ont été faites. Je pense que peut-être vous avez dû oublier, en 2020, mais l'opposition qui était réunie en plateforme avait proposé que le nom de la CEI soit changé parce que lorsqu'on entend CEI, ça fait revenir d'un mauvais souvenir. Donc il faut intégrer un mot qui va envoyer les gens à se dire que c'est peut-être de manière consciente, c'est peut-être une nouvelle structure. C'est une proposition, on vous a bien compris. C'est une proposition. Non, vous n'avez pas la parole. Essayez de voler dans ce sens-là. Merci, cher Patrick de Souza. Blaise Lasme, rapidement, et on va faire une pause publicitaire. En réalité, l'honorable envoie un débat dont l'objectif est de nous dérouter sur ce qu'on est en train de dire. Vous vous sentez dérouté ce soir? Oui, mais là, ce qu'il est en train de faire, tantôt, lui seul, il parle des deals, Bleu Goudé, AHDP, alors que personne ici n'en a parlé. C'est les deux seulement qui en parlent. Jusqu'à présent, les 4 personnes qui sont en personne n'en ont parlé. Bleu Goudé lui en a parlé. Vos droits, s'il vous plaît. Une petite parenthèse. Donc, c'est les deux sur ce plateau qui parlent des deals. Personne ne parle de ça, personne ne pense à ça. Après, il parle de la CEI. Ce qu'il dit, c'est compliqué à comprendre. Est-ce que la CEI, en état actuel, elle est équilibrée? Non. Tout le monde sait que c'est non. Même lui-même, s'il est patriote, il pense à la Côte d'Ivoire, il va dire non. Pourquoi? Première raison, le PPAC, qui est la troisième force politique en Côte d'Ivoire, au vu des dernières législatives, n'est pas représenté. Et on va de ruse en ruse pour nous permettre d'intégrer la CEI. 1. 2. Si on tient compte des propositions de l'opposition lors du dialogue politique, l'opposition a demandé que la CEI soit dépolitisée, qu'il n'y ait pas de représentants des partis politiques au sein de la CEI. C'est ce que Bleu Goudé a répété, mais c'est ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire.
Parce qu'on ne peut pas mettre ensemble des gens qui concourent. Ce n'est pas possible. Il faut éloigner de l'organisation des élections les partis politiques. Parce qu'il y a l'expérience de 2010, où le président de la CEI d'alors est allé proclamer les résultats au QG de campagne d'un candidat. Et à la suite de ça, il y a eu 3000 morts. Donc cette question de la CEI est fondamentale. C'est très important et il faut travailler à assainir l'environnement électoral. Mais il faut aller au-delà de la CEI. Le président du Conseil constitutionnel, son mandat est achevé. Il a un mandat de 6 ans non renouvelable. Son mandat est achevé. Je regarde droit dans les yeux l'honorable. Qu'est-ce qui vous empêche de l'enlever et de pouvoir à un nouveau pays? D'accord. Blaise Las, on note bien... Vous violez de façon flagrante la Constitution que vous êtes censé protéger et défendre. Qu'est-ce qui vous empêche d'enlever le président actuel du Conseil constitutionnel dont le mandat est achevé et de le remplacer par quelqu'un d'autre? Blaise Las, vous n'avez plus la parole. Non. Mais si on a bien compris, on va faire une pause. Non, mais c'est quelque chose qui est assez grave. On va juste aller à la pause publicitaire et on revient. La Constitution on vous a bien noté. Hein. Retour sur le plateau d'NCI 360. Nous parlons de la conférence de presse de Charles Blé Goudé qui s'explique, qui accuse et qui plaide. Et avant d'aller à la pause publicitaire, on est en train justement de parler de cette critique portée par Charles Blé Goudé sur la composition de la commission électorale indépendante. Avant de vous donner la parole, je vais donner la parole à ce téléspectateur qui nous appelle du plateau de Cuy, M. Fofana Moféré. Bonsoir. Bonsoir, madame. On vous écoute. Allô, bonsoir madame. Je vous entends parfaitement. On vous écoute. Ok, je voulais intervenir dans un premier temps sur le fond. Allô, vous m'entendez? Oui, parfaitement, allez-y. On vous écoute. Ok, donc je disais que j'aimerais intervenir dans un premier temps sur le fond du problème, du discours, le fond du discours de M. Charles Blé Goudé. Voilà, il faut dire que Charles Blé Goudé n'a fait que du Charles Blé Goudé. C'est vrai, dans la forme, on dira qu'il a changé de posture, c'est-à-dire il est passé du général de la rue à un représentant du parti politique, ce qui est un constat. Et aujourd'hui, comme certains de vos invités l'ont si bien dit, voilà, Charles Blé Goudé, il est jeune, il faut qu'il s'assume. Aujourd'hui, on parle de le PEPACI et le COGEP. Parle le gars réfute, hein, en quelque sorte, la discorde entre Blé Goudé et son père, et Laurent Gbagbo, mais c'est une réalité, parce qu'on ne peut pas comprendre, hein, d'un point de vue comme à l'africaine, où on rentre, le fils rentre, il n'est pas capable d'aller saluer son père, et le père qui n'est pas capable également d'aller accueillir son fils à l'aéroport, bon, il y a un problème. Donc il faut que le PEPACI et le COGEP puissent accepter cela, ils puissent accepter qu'il y a un problème, et que vraiment leurs partisans entendaient mieux, voilà, ils entendaient mieux d'eux, donc que de nous servir ça. Maintenant, concernant la composition de la CEI, il faut dire que, comme le député d'Ascension l'a si bien dit, hier, il y a eu un représentant qui n'était pas ivoirien. On n'a pas eu à tomber d'accord. Et aujourd'hui, c'est après le dialogue politique. Donc, qui parle de dialogue politique parle d'accord des partis politiques pour pouvoir réformer cette CEI-là. Donc, cette CEI-là ne peut pas être réformée. Et puis, certains membres de ces partis politiques-là viendront dire que, comment on appelle ça, cette CEI est un problème. Je suis désolé. Donc, c'était juste un peu ça, mon intervention. Merci pour votre intervention. Saraka Patrice. Oui, merci, madame. Pour revenir sur la question des relations entre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo, on a vidé ce contentieux mais rapidement. Oui, je persiste et signe qu'il n'y a pas de nuage entre les deux personnalités, ou ce que j'ai dit que je ne vais pas rappeler. Cependant, j'insiste également sur le fait que des individus, certains acteurs politiques internes au PPACI, je comprends Blaise Las. Je ne peux pas ici, sur ce plateau, désavouer le porte-parole du PPACI. Ça ne sera pas politiquement correct, je le comprends. Mais j'insiste, parce que c'est évident, ça se voit. Le PPACI ne peut pas être incohérent. Il n'y a que des individus qui peuvent être incohérents. Quand il dit des jours pairs, que Charles Blé Goudé n'a qu'à faire une demande d'audience, et que des jours impairs, tu dis, mais pourquoi il veut faire une demande d'audience? Qu'il aille voir son père. C'est de l'incohérence. Ça, ce n'est pas du PPACI. On a bien compris ça. Donc, ce n'est pas du PPACI. Donc, je voudrais qu'on retienne
qu'on peut parler d'une même voix, mais sans forcément parler, ou plutôt, on peut parler d'une même voix sans parler d'une seule voix. Ça, c'est Charles Blé Goudé qui le dit. D'accord. Parce que c'est ça, le principe même de la démocratie. On n'est pas obligé de parler d'une seule voix. Et Laurent Gbagbo n'est pas le type d'homme politique qui refuse la diversité politique. Nous sommes tous de la gauche et Charles Blé Goudé dit que le moment viendra où il va rencontrer le président Laurent Gbagbo selon l'agenda du président. On a bien noté ce point. On a bien noté. Est-ce qu'on peut aller sur la composition de la CEI entre le COGEP, les responsables du COGEP, la gauche, la jeunesse, notre génération et les autres, on se connaît. Il n'y a pas d'animosité entre nous. Le moment viendra où on va se voir. Okay. Eh bien, cela dit, pour revenir sur la question de la CEI, le COGEP est d'ailleurs le seul parti politique qui n'est pas pour une CEI des partis politiques. La majorité, la quasi-totalité des partis politiques parlent d'équilibre de la CEI. Nous disons simplement que cette CEI, historiquement, est une CEI de crise, historiquement. Parce que c'est après les accords de Makoussi qu'on a parlé de cette CEI. Maintenant, du point de vue de sa composition, c'est une CEI confligène. Alors qu'on accepte tous de confier donc l'organisation, l'administration de ces CEI-là à des acteurs neutres et que les politiciens soient des observateurs. C'est le COGEP seul qui dit ça. D'accord. Dr Ngoran. Je pense que par définition, un parti politique, c'est un groupe d'intérêts privés. Et donc, à partir du moment où la CEI, dans son fonctionnement actuel, disons, est composée de personnalités qui ont été proposées par des groupes d'intérêts privés, mais ces personnalités-là viennent pour défendre les intérêts de ces groupes-là. C'est tout à fait logique. Et je pense que le résultat, c'est que durant ces dernières années, il y a eu un déficit de confiance. Et c'est très important, un déficit de confiance entre les électeurs et puis les institutions de gestion des élections, notamment la CEI. Alors, ce déficit de confiance peut se comprendre à travers les taux d'abstention, à travers les différentes élections qui se renouvellent. On se rend compte qu'en Côte d'Ivoire, c'est une minorité qui décide pour tout un peuple. Parce qu'il y a un déficit de confiance entre ceux qui votent et puis, bon, ceux qui comptent les voix. Et donc, je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Si nous voulons, disons, rabattre les 4 partis sur une nouvelle approche, que les élections en Côte d'Ivoire doivent être l'occasion pour la majorité démocratique de s'exprimer. Dans ce cas-là, il faut prêter une oreille attentive aux revendications, non seulement de l'opposition, mais aussi il faut prêter l'oreille à ce que dit les taux d'abstention en Côte d'Ivoire. On l'a vu, lors des élections locales surtout, il y a eu ces spectacles où, après la fermeture des bureaux de vote, il y a eu des groupes de personnes qui ont suivi les urnes jusqu'au siège de la CEI, qui ont insisté à être présents, à voir tout en direct, à retransmettre, parce qu'il y a ce déficit de confiance-là. Je pense que si on comprend la chose sous cet angle-là, ben on comprend qu'il faut aller vers une CEI qui est dépolitisée. Évidemment, pour le parti au pouvoir qui tient les rênes de l'institution à travers sa présence majoritaire, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas agréable à entendre, mais c'est un fait, c'est qu'une CEI politique, aujourd'hui, souffre d'un déficit de confiance. D'accord. Baudouin Yapo. Ben, la CEI, dans sa forme actuelle, elle est même la meilleure. Je pense que les avis peuvent être divergents. Mais quand récemment, à l'Assemblée nationale, il y a eu la révision sur le fonctionnement, sur l'organe de la CEI, le PPACI ne parle pas comme le COGEP. Le PPACI accepte que les partis politiques soient représentés au sein de la CEI. Et c'est autour donc, de la table de discussion, lors donc, du dialogue politique, que le PPACI a demandé à prendre sa place au sein de la CEI. Et à cause du PPACI, je vais vous le dire, on était dans la représentation des partis politiques 3-3, 3 pouvoirs, 3 oppositions. Mais à cause de la CEI, on est passé à 4. PPACI, vous voulez dire. Et à cause du PPACI, j'allais dire, on est passé à 4. Et le PPACI revient nous dire que pourquoi aussi la représentation institutionnelle, c'est-à-dire pour eux, le président de la République ne devait pas avoir de représentants, le ministre de l'Intérieur ne devait pas avoir de représentants, ce qui n'est pas juste. Parce que la CEI, c'est un organe qui je dirais, financièrement est sous tutelle
il faut le dire. S'il y a donc des propositions qui peuvent être faites, mais je pense que quand on est autour du débat, il faut qu'on accepte l'avis des autres et la majorité emporte. D'accord. OK. Blaise Laps, rapidement, ça va être le dernier mot sur la CEI. Très rapidement, sur la CEI. C'est le PPAC qui a refusé d'entrer à la CEI. D'accord. Très rapidement, Blaise Laps. Mais c'est énorme ce qu'il vient de dire. Oui. Alors, je vais vous dire quelque chose. Le premier parti à avoir demandé que la CEI n'intègre pas les partis politiques, c'est bien nous. Ah bon? Lors des discussions à la primature. C'est lorsque cette proposition a été rejetée qu'on s'est dit, OK, si vous insistez ou tenez au principe de ce que la CEI soit composée des partis politiques, en ce moment, vous devez nous prendre en compte. C'est ce qu'on a dit. Jusqu'à présent, ce principe-là a été accepté. Okay. Et nous n'avons jamais dit non à ça, contrairement à ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'entrer à la CEI? Laissez-le vous, terminer. autant... Si. Mais pourquoi tu es jeune? Baudouin Yapo, laissez-le terminer. Ça ne te coûte rien. Tu peux être partisan et puis être vrai. Non, Baudouin Yapo, s'il vous plaît. Baudouin Yapo. Non. Mais laissez-le terminer. Mais laissez-le terminer. Vous aurez... Oui, mais vous le laissez terminer, vous aurez la parole. Je suis très poli. Vous le laissez terminer, sinon on ne va pas se comprendre. Voilà. Non, c'est pas bon. On vous a pris en compte, on est passé à 4. Mais qui vous empêche d'entrer à la CEI? D'accord. Mais on vous a... On ne peut pas se lever. Laissez-le terminer. Vous avez la parole, on vous a écouté. Laissez-le terminer. On a fait la proposition de non. Jusqu'à présent, ce non-là n'a pas été validé. Donc, ce n'est pas nous à notre niveau. Et c'est grave ce qu'il dit là. Mais ça va être fait. Ça va être fait quand? Ah, donc c'est plus nous, mais c'est vous. Non, mais ça va être fait. Non, terminez, s'il vous plaît. La nomination d'un représentant. On peut faire la politique avec... Écoutez, la nomination d'un représentant... C'est tout ce que j'ai à dire, Madame Slassuy. Mais il n'y a pas d'urgence à la matière. Il n'y a pas d'urgence. Oui, vous avez dit que c'est tout ce que vous aviez à dire. Les opérations. Vous avez dit que c'est tout ce que vous aviez à dire. C'est le PPAC qui ne veut pas. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes des responsables. On va s'écouter, se comprendre sur ce plateau. Et je disais que c'était le dernier mot sur la CEI. On va terminer le chapitre Charles Blé Goudé avec ce plaidoyer de la libération des militaires ivoiriens en prison. Il a dit de l'annulation des 20 ans d'emprisonnement. Je commence par vous, ensuite oui, je continue. Là même, j'étais pressé pour reprendre la parole. Okay. D'autant plus que ça fait partie des sujets que vous voulez aborder. Charles Blé Goudé a évoqués. Et nous avions estimé qu'il devrait prendre suffisamment de temps. De mon point de vue, Charles Blé Goudé n'a pas remercié suffisamment le président Alassane Ouattara. OK. Première chose. Deuxième chose, les sujets qu'il évoque aujourd'hui, je pense qu'il devrait prendre le temps de l'observation, le temps pour pouvoir s'asseoir et puis recevoir les bonnes arrivées, qu'on lui donne les nouvelles du pays, comme on le dit, qu'il observe et puis il prend ses positions. Okay. Je le dis tout en me souvenant d'une de mes prises d'opposition ici. Et c'était un conseil que je donnais à Charles Blé Goudé lorsque je l'avais trouvé trop haut par rapport à ses prises d'opposition. Vous faites bien d'évoquer cette situation de Blé Goudé sur ce plateau parce que ça participe à la sérénité de la Côte d'Ivoire dont chacun de nous a besoin. L'arrivée de Blé Goudé, vous aurez remarqué qu'au niveau de nous, notre formation politique, le RHDP, personne n'en a fait un problème. À la limite, c'est comme si tout le monde est d'accord qu'il faut laisser entrer Blé Goudé. Il est rentré, tout se passe normalement, tout se passe correctement. Il ne faudrait donc pas qu'il se précipite et aborder des sujets du genre il faut libérer les prisonniers militaires. Les prisonniers militaires, chacun de vous sait ce que chaque militaire a fait. Chacun de vous sait. Laurent Gbagbo a commis l'erreur la plus grave en disant que si lui, il a été libéré, il n'y a pas de raison que ceux qui ont reçu les ordres pour tuer soient en prison. Je ne sais pas comment il compte rattraper cela, mais c'est tellement grave de le dire que je ne souhaite pas qu'un jeune comme Blé Goudé, qui a affiché la grande ambition de diriger la Côte d'Ivoire demain, qu'il soit empêtré dans des erreurs pareilles. Parce que si Blé Goudé continue à ne pas observer et se mettre dans la position qu'il faut, nous, le RHDP, vous avez remarqué que ça fait très longtemps qu'on ne parle pas. On n'a pas encore pris d'opposition. On n'a pas reconduit à quelqu'un. Blaise Laps parle
on ne lui répond pas. Katina parle, on ne lui répond pas. Damana Pikas parle, on ne lui répond pas. Mais nous allons vous répondre. Et je ne souhaite pas que quelqu'un prenne une balle perdue après. D'accord. Donc, on a bien noté. Docteur Ngoron Bongali, je pense une figure de style, bien évidemment. Il y a une somme d'actions qui ont été opposées par le régime en place et il est évident que les acteurs politiques s'attendent à avoir une suite. Quand on facilite les conditions du retour du président Laurent Gbagbo, de M. Charles Blé Goudé, évidemment, la suite logique, c'est que l'intégration dans leurs droits civiques, sinon dans leur pays, ils puissent suivre aussi l'ouverture du jeu politique à leur participation. Et si on part du principe que la justice a déjà fini sa part, eh bien aujourd'hui le dossier est devenu politique. Quitte au pouvoir aujourd'hui de prendre une décision d'ouvrir le jeu politique à ces nouveaux leaders qui ont été absents aujourd'hui, qui sont de retour. Alors tout à l'heure, j'ai entendu dire par le député du RHDP que ce serait fait injure au RHDP que de prétendre que le RHDP serait engagé dans un deal avec Blé Goudé, parce que certainement pour eux, Blé Goudé est un poids plus. Mais pour pouvoir le démontrer, il faut lui donner l'occasion de participer au jeu politique. Je pense que... Donc pour vous, il faut annuler la condamnation électorale. On peut prendre une amnistie, puisque de toutes les façons, la justice a fini son travail et rien aujourd'hui n'empêche les acteurs politiques, le premier des Ivoiriens, c'est-à-dire le président de la République, de prendre une amnistie dans la suite logique déjà du fait qu'il ait facilité leur retour, dans la suite logique de prendre une amnistie pour ouvrir le jeu politique. Cela contribue aussi à l'apaisement de la Côte d'Ivoire et à ce que tous les acteurs, parce qu'ils sont intégrés dans le jeu formel, ne s'inscrivent plus dans des démarches parallèles qui pourraient déranger à travers des marches ou encore des blocages de diverses sortes, la marche de la Côte d'Ivoire vers la stabilisation. Donc il faut prendre cette mesure d'intégration au corps électoral de ces différents acteurs-là. Rapidement, on n'a plus assez de temps sur ce sujet. Très rapidement. Alors je vais rebondir sur les propos de l'honorable Dassansan, qui a dit que Blé Goudé n'a pas assez remercié Alassane Ouattara. C'est bien ça, non? Le président Alassane Ouattara. Le remercier pourquoi? C'est la question que je me pose. Blé Goudé a été jugé innocent par CPI en première instance. Si Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, n'avait pas fait appel par les avocats de l'État ivoirien, ce pardon qu'il réclame aurait été justifié. Les avocats payés par le contribuable ivoirien ont réclamé que le procès se poursuive jusqu'à ce que, désarmés, Laurent Gbagbo et Blé Goudé soient relaxés totalement, en dernière instance. Alors le merci qu'on va leur dire, c'est pourquoi. S'ils n'ont même pas été en mesure de prendre la grandeur devant la première victoire de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé et de laisser cette affaire au nom de l'africanité, au nom de la fraternité. Je ne sais pas pourquoi on va dire merci à le président Alassane Ouattara pour ça. Deuxième chose, mais en quoi réclamer la libération des militaires doit donner lieu même à des menaces sur un plateau télévisé? En quoi réclamer la libération des militaires? On avait des soldats il n'y a pas longtemps au Mali. Nous avons tous réclamé leur libération. Mais c'est le même état d'esprit qui nous anime. Madame, il y a une jeune dame qui s'appelle Marie-Edith Oukou. Elle avait 6 ans lorsque son père, soldat, a été arrêté, incarcéré en 2011. Cette petite-là, elle a 18 ans maintenant, 19 ans même. Elle vient d'avoir son bac. De 6 ans à 19 ans, elle n'a pas pu voir son père. Elle a passé toute son adolescence sans voir son père. Elle a eu tous ses diplômes sans voir son père. C'est des drames humains. Ce n'est même pas politique. Autant hier, on a créé ensemble, au nom du drapeau ivoirien, à la libération des soldats qui étaient au Mali, autant nous demandons, au nom du drapeau ivoirien, au nom de la Côte d'Ivoire, à la liberté des militaires qui sont là. Et ce n'est pas défier Alassane Ouattara, c'est promouvoir le vivre ensemble. C'est promouvoir la cohésion, c'est promouvoir la paix en Côte d'Ivoire. D'accord. Serge Patrick de Souza. Rapidement, je me mets dans la lancée pour dire que, dans la lancée de Blaise pour dire que demander, enfin, déjà Blé Goudé, c'est un acteur politique, c'est clair. Et la manière dont on a orchestré sa venue avec un émissaire du chef de l'État, tout ça, ça démontre ce qu'il représente sur l'échiquier politique ivoirien. Donc c'est normal quand il arrive, alors qu'on lui donne l'occasion de circuler sans qu'il soit arrêté,
Donc, il faut qu'il se prononce. Il a un parti politique. Ça, c'est normal. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait un problème à ce niveau. La deuxième chose, demander la libération, mais c'est logique. Blé Goudé vient dans un contexte, et c'est dans un contexte qu'il est parti. C'est normal qu'il demande la libération, et je pense que c'est tout le sens, même que c'est tout le rôle que devait jouer le ministère de la Réconciliation. Sinon, le budget d'autour des 4 milliards qu'on accorde, ça sert à quoi? Si ce n'est pas pour pouvoir traiter ce genre de questions-là. Parce qu'effectivement, quand il y a encore ce genre de sujet sur la table, ça crée encore un blocage dans le processus de réconciliation. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que le président est encore ouvert. C'est certainement les avis de certains collaborateurs. Sinon, ce que j'entends sur le plateau, moi, l'honorable, bon, voilà, le président est ouvert. C'est à eux, en tant que parlementaires, soucieux de la population, parce que les représentants, c'est à eux-mêmes de réclamer pour l'apaisement que tous ceux qui sont arrêtés peuvent être libérés. Mais voilà. Maintenant, je termine. Terminé. Pour la question des remerciements, je reviens encore pour dire que le président de la République n'est pas un monarque. Charles Blé Goudé a remercié le président, mais il a tellement remercié le président, il ne faudrait pas qu'on insiste sur cette question-là. Sinon, finalement, de loin, nous, les observateurs, on va dire, mais attends, on est dans une monarchie parce qu'on remercie, on ne finit pas. Non, il a remercié. Okay. Donc il faut qu'on avance. Sarah Patrice. Ok, merci. Voilà. Avec ce que Dessouza a dit sur la question des remerciements, je ne vais pas enfoncer le clou. Je voudrais seulement demander aux uns aux autres d'éviter, dans ce contexte de réconciliation et de paix dans lequel toutes les parties sont engagées, le pouvoir et l'ensemble de l'opposition, d'éviter des postures de condescendance. Parce que dans ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas les bons et les mauvais. Les responsabilités sont partagées. Et passons à autre chose. Passons d'un bord à un autre bord. Aujourd'hui, donc, c'est le bord de la paix et de la réconciliation. D'où le plaidoyer de Charles Blé Goudé, qui a plaidé, c'est vrai, pour la libération des prisonniers politiques, civils et militaires. C'est ce que Blaise a si bien dit. Parce qu'on ne peut pas se satisfaire. Dans un élan de communauté des destins, l'ensemble des Ivoiriens s'est battu pour que les 46 soldats ivoiriens regagnent la mère patrie et se satisfaire de ce qu'à côté, tout près de nous, il y a encore des frères ivoiriens qui sont en prison depuis des années. Je ne parle pas de 6 mois, comme ça fut le cas des militaires ivoiriens. De plusieurs années. Et de nombreux enfants ont grandi dans cet environnement-là. Okay. Ils n'ont pas été éduqués par leur père, qui sont en prison. Je pense qu'on peut évacuer ces questions-là. Et toutes les parties devraient se mobiliser comme un seul homme pour demander cela. Mais Charles Blé Goudé, il plaide aussi pour qu'on fasse de la politique de façon élégante. Ça, il insiste. C'est important parce que la violence verbale, ça doit quitter le théâtre politique. Et enfin, Charles Blé Goudé, il plaide pour des institutions fortes, solides et stables. Il a évoqué l'exemple de la CEI, mais il y a bien d'autres institutions. Ce sont des institutions qui doivent être fortes pour une Côte d'Ivoire véritablement debout pour la paix, le développement. D'accord, merci. On n'a plus assez de temps. On va aborder le deuxième thème de ce soir. Je crois fermement en votre capacité, les jeunes, de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai décidé de faire de 2023 l'année de la jeunesse. Ce sont les mots du président Alassane Ouattara lors de son message de Nouvel An. On écoute et ensuite on en débat. Je voudrais à présent m'adresser à nos jeunes, filles et garçons, car je suis convaincu que votre talent et votre énergie sont une chance pour notre pays. Je crois fermement en votre capacité à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai décidé de faire de 2023 l'année de la jeunesse. Je répète, 2023 sera l'année de la jeunesse. À travers cette annonce, le chef de l'État engage son gouvernement à travailler au renforcement et à l'expansion des écoles de la seconde chance, l'amélioration de l'employabilité du système de formation professionnelle et universitaire, l'accélération de la construction d'infrastructures sportives et récréatives et le renforcement et l'encadrement du financement direct des projets jeunes. Une annonce qui vient donner plus d'envergure au système d'encadrement, de soutien de formation et d'insertion des jeunes déjà existants.
Le chef de l'État a toujours accordé une importance donc, à la jeunesse depuis son arrivée aux affaires. Il a décidé cette année que le gouvernement, dans une coordination, puisse accentuer ses efforts en faveur donc, de ces jeunes. Toutes les demandes aujourd'hui ciblent aussi les jeunes et l'idée donc c'est de faire en sorte que ce ciblage des jeunes dans les politiques publiques se fasse de façon mieux coordonnée et soit amplifié pour impacter donc la jeunesse de notre pays. Il reviendra à tout le monde de faire en sorte que dans la mise en œuvre des politiques sectorielles, des initiatives, la jeunesse soit au cœur donc des priorités. Du côté du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, on encourage les jeunes à se rapprocher des structures compétentes à eux dédiées pour bénéficier des retombées de cette annonce qui va certainement améliorer leurs conditions de vie. Dédier une année exclusivement à la jeunesse, c'est une bouffée d'oxygène. Ce que nous allons demander, nous, au niveau du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, c'est de travailler à toutes les échelles, communales, départementales, régionales et au niveau national, pour que les jeunes aient accès à l'information et qu'ils se rendent à l'information. Parce qu'il y a aujourd'hui une main tendue des pouvoirs publics, mais il faut que ces jeunes-là également, en toute responsabilité, se rapprochent des services publics en charge donc de l'employabilité, se rapprochent des services publics en charge de toutes les questions qui ont été égrenées pour pouvoir bénéficier convenablement de tout cela. Des jeunes qui se réjouissent que cette année leur soit dédiée. Ils espèrent toutefois en voir la matérialisation dans leur quotidien. C'est une belle initiative parce que les projets que nous avons depuis des années dans les tiroirs, nous allons pouvoir les voir financer en 2023. Donc vraiment, c'est une initiative que vraiment toute jeunesse devait applaudir. Si réellement ce projet est fait pour la jeunesse, il faudrait que nous sentions cette réalisation au niveau de la jeunesse. On espère que vraiment nous verrons les retombées. Nous attendons du gouvernement l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Voilà. Pour certains qui ont les diplômes, il les encourage à véritablement passer des concours et pour certains qui véritablement ont des projets d'insertion, à aller peut-être s'inscrire à l'agence d'emploi jeune pour pouvoir déposer leurs différents projets et après étude de faisabilité, on puisse les financer et on puisse les accompagner. Selon le système des Nations Unies, est considérée comme jeune toute personne âgée de 15 à 24 ans. Aussi, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, la population de Côte d'Ivoire demeure encore très jeune, avec 75,6% de la population totale qui a moins de 35 ans. Des chiffres qui révèlent l'importance de cette annonce au vu du nombre de personnes concernées par cette mesure du chef de l'État. Le PPACI, à travers son porte-parole, a réagi sur ce point. On écoute Kone Katina. Le discours du président le 31 est un discours de rédite, de promesses jamais tenues, sur lesquelles nous avons fait ce tour de ces promesses qui concernent, par exemple, l'année 2023, année de la jeunesse, alors qu'en 2016, il avait déjà dit ça dans un document, dans le cadre du PND 2016-2020. Blaise Lasque, vous avez la parole sur ce point, 2023, année de la jeunesse. Si on avait écouté encore Katinan, il parlait, pour lui, c'était une sorte d'échec si le gouvernement revient sur cette consécration de l'année à la jeunesse. Je vais commencer par vous faire lecture d'une déclaration du ministre Ouémardou. Allez-y, rapidement. Hier, jeudi 12 janvier 2023, 15 de mes collègues et moi-même avons participé à une réunion interministérielle présidée par le Premier ministre Achipatik. Il a donné des orientations en vue de l'élaboration rapide d'un plan ambitieux en faveur de la jeunesse pour l'année 2023. Ça voudrait dire quoi? Le président Alassane Ouattara lance l'idée de ce que 2023 est l'année de la jeunesse, mais en réalité, aucun contenu n'est attaché à cette idée. C'est après qu'il ait lancé l'idée que ses équipes se réunissent pour essayer de donner un contenu. C'est soit un slogan politique creux, vide, c'est soit de la politique politicienne. Sinon, le ministère de la Jeunesse n'aurait pas fait après une réunion pour chercher à donner un contenu. Parce qu'il a présidé, il dit qu'il a donné des orientations en vue de l'élaboration rapide. J'insiste sur le mot rapide, élaboration rapide d'un plan ambitieux. Il y a une impréparation, on est en train de s'adapter à un discours qui a été lancé. Donc rien n'est défini, rien n'est assez clair. Contrairement au PPACI, Laurent Gbagbo a zopé lors d'un meeting, a dit qu'il allait rencontrer la jeunesse pour parler à la jeunesse. Je pense que le gouvernement doit se rapprocher de nous. Nous avons des idées qui sont très ambitieuses.
et qui vont permettre d'absorber le fort taux de jeunes qui ne travaillent pas. D'accord. Et dans divers domaines. Si vous me permettez, je vais vous permettre de terminer rapidement. Les grandes lignes de ces idées-là. Rapidement. Non, mais on peut parler et puis je vais revenir. Ok, d'accord. Okay. On a des grandes idées pour les jeunes Patrick de Sousa. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, c'est un discours politique. Maintenant, il faut qu'il y ait l'effectivité sur le terrain pour qu'on constate qu'au-delà de ce discours politique-là, ce ne soit pas en griffe une mise en scène. Parce que je prends les propos de l'honorable, c'est ce qu'il a dit. Les politiciens font aussi des mises en scène. Maintenant, ce que moi je vais dire au président de la République, la première des choses à faire sur la question de l'année de la jeunesse, c'est de saisir lui-même le dossier des docteurs non recrutés. C'est un échec du ministère. Et aujourd'hui, il y a certains d'entre eux qui sont en prison. Mais si on veut faire l'année de la jeunesse, comment donner le rêve aux jeunes qui vont à l'école et dire que quand tu vas avoir de bons diplômes, on va te donner de l'emploi ou bien tu auras une ouverture, alors que les aînés qui faisaient rêver là sont dans des difficultés. Je vais dire, il faudrait qu'à ce niveau, il y ait des discussions. C'est une sorte de plaidoyer, mais que le président de la République s'est saisi de cette situation. Aussi, moi je vais directement sur les propositions. Il y a le volet politique. Le volet politique, je pense que le timing est bon. Nous sommes en année électorale. L'honorable Baudouin sur le plateau est suppléant, qu'il soit au moins député, proposé comme député. Parce que la jeunesse, ce n'est pas seulement avoir de l'emploi, mais c'est aussi participer aux activités, à la vie. Et l'article 34 de la Constitution 2016 consacre cela. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut féliciter certaines structures, comme le programme PIPA, hier, qui a lancé un plaidoyer pour un quota jeune sur les listes électorales de 2023, pour qu'au moins on puisse avoir une certaine représentativité de la jeunesse. Ils ont aussi un livre blanc pour la participation politique de la jeunesse. Ce que le chef de l'État a dit, c'est un alignement. Et je pense qu'on va évoluer tout à fait. en profondeur. Saraka, Patrice? Oui, je pense que c'est une mesure qu'il faut saluer, parce qu'on ne peut que saluer le fait que le président de la République et le gouvernement veillent faire d'une année une année de la jeunesse, parce que cette jeunesse-là représente 70% de la population. Qu'on la mette au cœur de notre politique, c'est une très bonne chose. Seulement, c'est le contexte et le timing qui nous amènent à nous interroger. Est-ce l'opportunité de la campagne électorale? On s'interroge, mais on encourage les uns les autres à faire en sorte que ce ne soit pas un slogan de campagne. Parce que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de slogan de campagne, on a besoin d'actes concrets. Et au-delà de 2023, il faut que toutes les prochaines années soient consacrées à la jeunesse. Les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, les 15 prochaines années doivent être consacrées à la jeunesse. La jeunesse doit être au cœur de nos politiques. D'accord. C'est ce que je tiens à dire. Et je note l'impatience à ma droite. Dans son son, très bien. Mais ça, je suis quand même un peu surpris que le président de la République offre autant d'opportunités et que des jeunes trouvent les moyens de ne pas saisir l'opportunité. Ça, vraiment, c'est décevant. Le président de la République, et puis ce n'est même pas sa première étape. Souvenez-vous, nous tous nous avons vécu ici en Côte d'Ivoire. L'année du social avait été déclarée. Et à l'issue de l'année du social, chaque Ivoirien a été témoin. Au moins, je ne suis pas sûr que parmi vous, vous n'avez pas entendu parler d'un citoyen quelconque qui a reçu de l'argent dans son téléphone pour pouvoir réaliser des choses. Ça, si vous n'avez pas de parents parmi... Non, certains Ivoiriens. Oui, mais là, c'est clair. Pas distribué à mais moi, je n'ai pas témoigné. Vous n'avez pas la parole. C'est que vous, si vous n'avez pas vu, vous n'avez pas des parents dedans, mais vous avez entendu parler de ce programme-là, où des gens ont effectivement bénéficié d'argent et aujourd'hui, ça marche chez certaines personnes. Ça fonctionne correctement. Le président de la République, il a dans son gouvernement un ministre chargé de l'emploi des jeunes. Ce n'est pas un slogan que d'avoir un ministre chargé de l'emploi des jeunes. Il vient déclarer aujourd'hui l'année 2023, année de la jeunesse. Et quand il déclare l'année 2023, année de la jeunesse, il donne l'architecture de ce qu'il entend par 2023,
année de la jeunesse. 2 jours, 3 jours après sa déclaration, celui qui est chargé de mettre en œuvre l'année de la jeunesse se retrouve avec le Premier ministre pour pouvoir discuter et le Premier ministre lui donne des instructions pour accélérer ce que le président de la République a dit. Et on trouve que ça, c'est un problème. Vous voyez, M. Blaise, vous avez été à Bondoukou, à Laoudiba, et vous avez tenu un meeting là-bas. Tout ce que vous avez fait à Laoudiba, ce n'est pas sérieux. Vous savez pourquoi? Là où vous étiez arrêté en train de faire le meeting, il y avait 2 écoles. École 1 de Laoudiba, école 2 de Laoudiba. Il y a 2 écoles. Pour la petite localité de Laoudiba. À côté de Laoudiba, à Pété, avant d'arriver à Pété, Pété, il y a l'école, Bangoui, il y a l'école, à je sais quoi, à Saleh, juste à côté de Laoudiba, là. Il y a une école, à Yezimala, j'arrive, il y a une école. Rapidement. Là où vous étiez arrêté, il y avait un dispensaire. Allez dire à ces populations-là que la Côte d'Ivoire est malade, la Côte d'Ivoire est dans le coma parce que les gens ne vont pas à l'école, c'était suffisamment grave. Et vous dites d'un ministre d'État qu'il se promène. On ne dit pas à un ministre d'État qu'il se promène, c'est injurieux. On ne dit pas à tout un régime que ce sont des voleurs. C'est pas bon. Il me semble qu'on est sorti du sujet. Non, on n'est pas en train de sortir du sujet. On n'est pas en train de sortir du sujet. Ce que je suis en train de dire, quand on va avoir des initiatives louables comme celles que le président de la République vient de nous enseigner et qu'on aura des Ivoiriens qui veulent forcément ramper dans un sens contraire à l'orientation qui peut booster la performance de la Côte d'Ivoire, ça va être extrêmement difficile. Donc je profite pour donner des conseils à tous les jeunes qui réfléchissent comme Blaise Lals pour leur dire, quand il y a un projet, que chaque jeune court vers ce projet pour pouvoir trouver sa place, pour pouvoir trouver son opportunité. L'État n'aura pas la possibilité d'aller vous débusquer dans vos maisons pour venir vous donner du temps. On vous a bien compris, d'accord. Baudouin, Yapo, rapidement. Oui, madame, 2023 année de la jeunesse. De la jeunesse consacrée donc par le message, le nouvel an du président Alassane Ouattara n'est pas un slogan. C'est plutôt l'affermissement de sa volonté de mettre la jeunesse au centre de sa gouvernance. Et quand le Premier ministre, après le message du chef de l'État, réunit une dizaine de ministres pour opérationnaliser le message, mais ce n'est pas une impréparation ou ce n'est pas une adaptation au message. Mais je vais vous le dire, que notre pays a connu une sclérose économique avant la saison au pouvoir du président Alassane Ouattara. De 2011 à 2019, ce sont donc les chiffres, c'est un peu plus de 2 800 000 emplois créés. Et on attend que certains chiffres peut-être fictifs, c'est peu, parce qu'on peut ne pas ressentir. Parce que la population ivoirienne en 2010 était autour de 20 millions. Aujourd'hui, nous avoisinons les 30 millions. Et on nous dit que 75% de la population est jeune. Donc, quand vous imaginez donc, les 10 millions donc, de jeunes, les 10 millions d'habitants, aujourd'hui qui ont augmenté de 2010 à ce jour, quand vous imaginez 75% des 10 millions, on est autour donc, de 8 millions. Si on crée 2 millions d'emplois, c'est normal qu'il y ait encore des jeunes qui disent qu'on ne ressent pas. Parce que quand il y avait 20 millions en 2010, mais c'était le chaos. Donc je vais vous dire, madame, qu'on essaie de nous respecter. Que peut dire qu'on essaie de nous respecter? Que peut dire un homme politique pour changer la vie des jeunes par des discours, ce qu'il n'a pas pu faire quand il était au pouvoir? Quand même, on nous respecte, madame. D'accord. Docteur Ngoran. Je pense que les attentes sont assez grandes parce que la jeunesse en Côte d'Ivoire a besoin d'un véritable plan Marshall. Depuis les années 97, depuis donc cette période qu'on a qualifiée de la génération sacrifiée, la Côte d'Ivoire était dans un cycle de crise de proche en proche qui se sont manifestés au plan économique par un ralentissement de l'économie qui finalement a réduit d'année en année le taux, la capacité d'absorption professionnelle des jeunes qui étaient formés, qui sortaient de l'école ivoirienne. De sorte que finalement, pendant la crise de 2002 jusqu'à 2010, on a vu les jeunes au premier plan, en train de battre le pavé,
cette présence massive des jeunes en première ligne était l'expression d'un espoir, de ce qu'avec la fin de la crise, il y aurait des initiatives dans le sens de changer leurs conditions. Alors le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, il met en priorité la résurrection des infrastructures. On a vu le déploiement qu'il y a eu au niveau des routes, au niveau des ponts, parce qu'il y a eu un long temps de crise qui n'a pas permis qu'on puisse renouveler ces infrastructures-là, c'est très bien. Ensuite, il y a eu le fonds, la FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Alors, je pense qu'aujourd'hui, si finalement le président décide de faire de 2023 l'année de la jeunesse, c'est très bien, mais il oublie une chose très importante. Quelle est la dotation de ce plan spécial? Parce que pour la FAFSI, on sait aujourd'hui que c'est 20 milliards qui sera porté à 30 milliards à l'horizon 2025. C'est en fonction de la dotation qui est déclinée qu'on saura si cette action-là est une action qu'on peut considérer comme intensive ou encore c'est juste un effet d'annonce, sans dotation assez clairement définie, parce qu'on considère que le discours d'un chef de l'État s'appuie sur une planification. Donc si on a anticipé la chose, qu'on l'a planifiée, on devrait quand même pouvoir avoir une dotation claire en fonction de la dotation. Si c'est 1 milliard, si c'est 2 milliards ou encore si c'est 50 milliards, en fonction de la dotation, on peut déjà, avec cet indicateur-là, apprécier de la profondeur de l'annonce et de l'initiative. Mais dans tous les cas, on retient que la jeunesse aujourd'hui a besoin d'un véritable plan Marshall, que ce soit l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales, parce que quand on écoute le président, la plupart des mesures qui ont été prises finalement concernent l'entrepreneuriat, mais il y a aussi la question de l'égalité des chances pour l'accession à la fonction publique. La fonction publique est le premier employeur formel de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Donc il faut faire aussi de ce côté-là, il faut rétablir l'égalité des chances au niveau des concours pour qu'on puisse, avec un budget de 25 000 francs par exemple, pouvoir passer un concours et être intégré dans les conditions de transparence à la fonction publique. Très bien. Et voilà, ça va être certainement le dernier tour de table sur ce sujet au regard du temps. Je ne vais pas vous permettre de rebondir sur ce qui a été dit parce qu'on ne va pas pouvoir équilibrer à ce niveau. On va passer au carton de la semaine, juste après ceci. Il est l'heure. Au carton. Le temps file. Hein. Là où ça les cartons de la semaine. Voilà, les cartons de la semaine. Ça fait près d'une heure, plus d'une heure que nous sommes là, 1h50. On va passer au carton de la semaine. On commence par qui? On commence par vous. Vous êtes prêts pour vos cartons? D'accord, allez-y. On commence par vous. Alors, carton rouge. Pardon. Carton vert, d'accord. Un carton vert à Charles Blé Goudé. OK. Voilà. Pour sa posture, pour son engagement politique, pour son implication dans la réconciliation de la paix, pour son plaidoyer qu'il a fait pour une réconciliation réussie. C'est ce qu'il a fait lors de la conférence dernière, pour que la Côte d'Ivoire écrive une nouvelle page. Carton vert pour Charles Blé Goudé. OK. Carton jaune, pas rouge pour Koné Katina, parce que je pense qu'on peut se ressaisir. On peut se ressaisir, on peut mieux faire, quittant le terrain de la belligérance, des discours incendiaires pour aller à l'unité. La Côte d'Ivoire en a besoin. OK. Bravo. Vous avez 2 cartons. D'accord, vous avez 3. Le carton rouge, nous parlons là de la jeunesse, et j'ai dit que c'était une très bonne chose. Malheureusement, l'annonce de l'année de la jeunesse est intervenue dans un contexte où 46 jeunes docteurs, chômeurs, ont été arrêtés, jugés et condamnés. L'année de la jeunesse les concerne également. Carton rouge. Serge Patrick de Souza. Moi, je me tiens sur l'année de la jeunesse pour donner un carton vert à une ONG, à FEKE, ADRT, qui est en train de lancer un bon programme d'insertion de la jeunesse à travers l'exploitation du riz, la production du riz, et pour pouvoir régler le problème de la résilience, pour renforcer la résilience des jeunes contre le terrorisme, mais aussi pour juguler la question du chômage dans le Nord. Donc, c'est un programme qu'il faut regarder de près et que les autorités puissent aller vers ces ONG-là pour travailler. Le carton rouge. Carton rouge pour le ministère qui est en charge de gérer les étudiants. Je vais parler en français terre à terre pour qu'on comprenne. Aujourd'hui, nous vivons une ère de compétences. Et ces compétences doivent être valorisées. Si le ministère n'arrive pas à régler le problème des étudiants,
que le président prenne ça en charge. Je répète, c'est très important pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, carton rouge pour le ministère troisième carton. Et le carton jaune pour l'honorable d'Assassin, qui a fait sortir un mot qui n'était pas intéressant. Les politiciens sont des metteurs en scène. D'accord. Je n'ai pas vraiment apprécié ça. Vos cartons, assez rapidement. Le vert pour Laurent Gbagbo, qui inspire l'action gouvernementale, qui permet à Alassane Ouattara de prioriser les actions, notamment en ce qui concerne la jeunesse. Vert à Laurent Gbagbo. Le jaune à mon frère, à mon grand frère, Dr Saraka Patrice, qui s'acharne contre Kone Katina de façon incompréhensible. Je pense qu'il y a des problèmes qu'on peut régler, il n'a qu'à l'appeler et puis il va expliciter ce qu'il dit. Mais Kone Katina parle au nom du parti. OK. Le rouge, c'est pour le gouvernement. On n'arrive pas à comprendre comment Picheric Balé est encore en prison alors que des gens ont détenu de l'argent à l'Arne Sud, au Fer, au Café Cacao, dans bien de structures d'État. C'est ce que nous avons dénoncé à l'Audiba et ils sont en liberté, ils en jouissent impunément. Il est temps qu'on n'ait pas 2 poids, 2 mesures en Côte d'Ivoire. Docteur Ngoron, votre... Oui, j'ai un seul carton à décerner, le carton vert, un carton vert de soutien à la communauté estudiantine qui, en l'espace d'une semaine, a fait face à 2 morts. Premier mort par noyade et ensuite un second par suicide. Le campus doit être un espace de sûreté. On s'étonne qu'en l'espace d'une semaine, il y ait autant de morts. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de conclusion des enquêtes pour en juger des circonstances dans lesquelles ces 2 morts-là se sont produites, mais je donne ce carton vert de soutien à la communauté estudiantine. Baudouin Yapo? Oui, carton vert pour le président Alassane Ouattara, qui fait de la stabilité de notre pays une de ses priorités. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se positionne comme étant la 2e force militaire en Afrique de l'Ouest derrière le Nigeria. Et c'est applaudi. C'est applaudi parce que la stabilité, il en fait vraiment son affaire. Deuxième carton vert pour les actions de réconciliation, je veux dire. Parce qu'il y a eu la ministre en charge de la fonction publique qui a donné donc des jours de surplus pour permettre aux ex-exilés fonctionnaires d'intégrer la fonction publique. Il faut saluer cela pour dire qu'il y a eu des actions. Et il y a des actions dans le sens de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Merci. Un carton vert pour le président de la République qui a déclaré l'année 2023 année de la jeunesse. Et par cette déclaration, j'invite l'ensemble des Ivoiriens à noter avec moi que le président Alassane Ouattara présente visiblement des signes d'une faveur divine. Parce qu'il est inspiré. D'accord. Le deuxième carton, c'est ce carton jaune pour M. Charles Blé Goudé et le PPACI. Non, pas PPACI, Charles Blé Goudé, parce que ce que j'attendais véritablement de Charles Blé Goudé, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il y a des pas qui sont salutaires. Il a salué le secrétaire exécutif du RADP que j'ai beaucoup aimé. Il pose des pas, mais j'attends davantage de lui. Le carton rouge, c'est pour le PPACI et tous ceux qui pensent et qui raisonnent dans le sens de contrarier l'action, la dynamique de développement de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas aller à un meeting en toute liberté et puis se permettre d'insulter un ministre d'État. D'accord, vous l'avez dit. On ne peut pas aller insulter le président de la République à un meeting. Et pour terminer, le carton rouge aussi, parce que nous devons apprendre certaines choses. Apprendre certaines choses, c'est quoi? Les docteurs, docteur Saraka, vous êtes docteur. 5 secondes, mais on n'a plus de temps. Voilà, on n'a pas fait le débat. Il faut les recruter.
C'est ce que je Là, on a bien noté. D'accord, merci. Nous sommes, merci, messieurs. Nous sommes, vous allez pouvoir répondre en off, voilà, à la fin de l'émission. Donc, nous sommes au terme de cette émission. Merci pour votre fidélité. Carton vert à tous les téléspectateurs de NCI, à toutes les personnes qui sont fidèles à NCI 360. Demain, le journal 19h50 sera l'affaire de Mélina Makissi. Et moi, je vous retrouverai à 20h15 dans Focus Faits divers. Je vous raconterai ces histoires de viol collectif dans le village d'Akwedo. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos rêves et de vos proches. À bientôt. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.